Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Le regroupement des femmes de l'Abitibi-Témiscamingue, soit le RFAT, joue un rôle primordial dans notre région. Alors, pour nous en parler, je reçois Mme Louiselle Luneau et Joanie Marleau. Mesdames, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est très gentil à vous. Je vous avais reçu il y a quelques années passées lors d'une campagne électorale municipale. Et puis, on avait parlé du rôle des femmes en politique. Vous étiez venu aussi pour inciter les femmes à prendre leur place, pas seulement dans la société, mais à prendre leur place en politique aussi. C'est très important, que ce soit fédéral, provincial et municipal également. On va revenir sur ça dans quelques instants, mais j'aimerais, pour les gens qui nous écoutent, donnez-moi une brève description. Qu'est-ce que le regroupement des femmes de l'Abitibi-Témiscamingue? C'est quoi en gros? Bien, le regroupement de femmes de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est un organisme de défense de droits qui existe depuis 1983. Okay. On a fêté justement nos 30 ans en novembre, au printemps dernier. Au printemps, okay. Et c'est un organisme justement qui vise à défendre les droits des femmes de la région. Donc, dans tous ces aspects, que ce soit au niveau salaire, conditions de vie, conditions salariales, la violence. Alors, nous, on travaille, on est une table de concertation, et on travaille aussi avec les groupes de femmes. Donc, nous, on travaille en collaboration avec des groupes de femmes. Donc, les groupes de femmes qui sont les centres de femmes, les maisons d'hébergement, les points d'appui. Il y a différents groupes de femmes qui sont spécialisés dans des spécificités très spécifiques, que je pourrais m'exprimer comme ça. Okay. Alors, nous, on travaille en concertation avec ces groupes-là, justement pour améliorer les conditions de vie et de travail des femmes de la région. Est-ce qu'on peut dire que ça a évolué depuis, je dirais, mettons, une dizaine d'années environ? Est-ce que ces dossiers-là ont évolué? Est-ce que vous sentez que les femmes prennent de plus en plus leur place dans la société? Là, on va parler là, de l'Abitibi-Témiscamingue, OK? Est-ce que vous sentez que les femmes prennent de plus en plus leur place ou s'il y a encore, j'aime pas le mot rejet, là, mais est-ce qu'il y a encore des choses qui se passent que, ben non, regarde, on ne peut pas choisir une telle parce que c'est une femme, on parle d'un homme à la place. Est-ce que vous voyez que ça évolue? En fait, oui, il y a eu de l'évolution quand même dans les dernières années, mais il y a toujours du travail à faire à ce niveau-là. C'est sûr qu'au Québec, on s'est doté d'un plan d'action gouvernemental. Là. Le gouvernement a mis en place des mesures pour s'assurer du bien-être, mais aussi de l'intégration des femmes à tous les niveaux. Quand on parle au niveau du travail, de l'éducation, à toutes ces sphères-là, les femmes sont quand même partie prenante. Oui, effectivement, il y a davantage de femmes qui s'investissent dans la société, mais actuellement, on le voit qu'il y a un recul sur certains dossiers. C'est sûr qu'il faut y aller plus à la pièce. Oui, exactement. Parce que si il y a peut-être juste 10-15 ans passés, si on parle des femmes en politique, on pouvait presque les compter sur les doigts d'une main. Et puis quand on regarde aujourd'hui, si ma mémoire est fidèle, au Canada, il y a 5 femmes, au moins 5, peut-être 6, mais au moins 5 femmes premières ministres. Oui, 5 parce que Mme Marois n'étant plus là, il y en avait 6 auparavant. C'est quand même une belle évolution. C'est une belle évolution, mais je pense que ça reste quand même des enjeux, je dirais, je dirais pas inquiétants, mais des enjeux importants. Oui. Mais c'est des enjeux aussi qu'on risque de perdre très facilement. Parce que, comme on l'a vu avec les élections en 2014, l'année passée, à peu près il y a un an, Mme Marois, effectivement, perdait dans son comté, puis par le fait même, perdait aussi la première ministre du Québec, on la perdait aussi. Donc, c'est toujours un peu aussi, ça reste effectivement des acquis
qu'on dit toujours qu'ils sont fragiles. Oui, ils sont fragiles. Et je pense que c'est un peu dans tout, parce qu'il faut surveiller aussi. On parlait beaucoup d'avortement au niveau du gouvernement du Canada, là, qui voulait peut-être ouvrir le dossier de l'avortement. Fait que c'est pour ça on doit toujours rester vraiment aux aguets, puis vraiment toujours surveiller toutes les politiques gouvernementales qui peuvent sortir, parce qu'on sait que les politiques gouvernementales sont souvent très néfastes pour les femmes. Puis on le voit avec le dossier des garderies, par exemple. Oui, les services de garde, avec l'augmentation, ça touche justement beaucoup plus les femmes que ça va toucher des hommes. Alors, il y a beaucoup de mesures comme ça qu'il faut quand même toujours rester là, vraiment, comme j'ai dit tantôt, aux aguets. Parce qu'il y a deux postes, même quand même très importants. Si on prend le poste de la présidente des caisses Desjardins, provincialement, c'est une femme. Aussi, il y en a d'autres qui sont aussi dans des postes clés. Si on parle de la Chambre de commerce du Québec, c'est une femme aussi. Alors, c'est pour ça qu'on en voit de plus en plus. On en voit de plus en plus. Mais seulement que, est-ce que c'est difficile pour une femme de faire sa place? Moi, je pense que c'est effectivement plus difficile pour une femme de faire sa place. Puis je m'explique pourquoi. Parce que moi, je pense que les femmes, on a toujours une espèce d'intérieur qui nous dit « Oh, mais mon Dieu, je ne serais pas capable de faire ça, ça n'a aucun bon sens. C'est ben trop une grande responsabilité pour moi. » Je pense qu'on a je pense qu'il faut se parler pour dire qu'on est aussi capable que les hommes, mais on a ça dans notre fort intérieur dans nos gènes, on a ça. Alors, je pense qu'il faut comme le dire maintenant, de dire à nos jeunes filles, là, vous êtes capables de faire tout ce que vous avez envie de faire, autant qu'un homme. Je pense que c'est de l'éducation qu'il faut faire avec nos filles, avec nos petites filles, de dire qu'à un moment donné, il faut arrêter de se mettre des barrières, nous les femmes, quand on veut occuper un poste de première ministre ou de présidente, PDG, peu importe le poste. Je pense qu'il faut se dire qu'on est aussi capable qu'un homme de faire ça. Et vous êtes aussi capable. Puis on est aussi capable, puis bien souvent, on peut le faire autrement, mais on va le faire aussi avec les hommes, puis on va le faire en complémentarité, puis des fois, ça donne des grands résultats. Si on parlait des grands dossiers que vous avez à traiter au regroupement des femmes de Abitibi-Témiscamingue, quels sont les principaux dossiers là, qui sont sur la table actuellement? Bien, actuellement, c'est sûr, on parle beaucoup des dossiers au niveau de l'austérité. C'est le contexte actuel dans lequel on est. On est conscient que les mesures mises en place là, actuellement par le gouvernement libéral portent atteinte directement aux femmes. On est en mesure de le démontrer quotidiennement, même dans les groupes de femmes. Les femmes le voient. Il y a de plus en plus de demandes par rapport à des coupes ou des hausses de tarifs qui sont présentes. Aussi, on peut vous faire une liste de coupures qui ont été annoncées, qui ont des incidences directement sur les femmes. Non, ben c'est ça. Effectivement. Donc ça, c'est un de nos gros chevals de bataille actuellement. Mais aussi, un autre volet sur lequel on travaille, mais qui est plus positif, c'est de créer nos solidarités entre femmes. On parle du mouvement de la Marche mondiale des femmes, qui revient aux 5 ans. Donc, on est dans la préparation de la prochaine marche qui aura lieu au mois d'octobre, le 17 octobre, à Trois-Rivières. Donc, on est dans les préparatifs là, actuellement en région. Pourquoi vous dites que l'austérité touche plus les femmes que les hommes? Bien, en fait, de prime abord, les femmes sont déjà les plus pauvres. Oui, c'est vrai. Ils touchent davantage les femmes parce que les mesures qui ont été mises en place, en fait, le gouvernement n'a pas nécessairement appliqué une analyse différenciée selon les sexes des impacts des mesures qu'ils mettent en place. Donc, nous, comme groupe de femmes, on a travaillé fort à faire reconnaître l'apport des femmes dans la société. Et malheureusement, dans les différents programmes où est-ce qu'ils vont aller faire des coupes, ça diminue l'accessibilité aux femmes de s'épanouir. En fait, je peux vous donner un exemple. On parle du concours Chapeau les filles. Le concours, en fait, il y a eu des coupes au niveau des concours régionaux.
Là, ça va être un concours qui va être simplement national, mais ce concours-là permettait à des jeunes femmes qui étudiaient dans les domaines à prédominance masculine de pouvoir aller chercher des bourses d'études pour les soutenir et les encourager à persévérer dans ces domaines-là. Et là, on l'enlève. On enlève On a enlevé le volet régional. Le volet, oui, c'est ça. Oui, le volet. c'est le concours chapeau les filles. Alors, tu sais, tu as comme un avis, il n'y a pas de consultation, il y a une lettre qui est envoyée, on n'a plus de concours chapeau les filles dans les régions. On ferme le bureau du Conseil du statut de la femme. Oui, exactement. Oui. Hein, un organisme qui nous a supporté les groupes qui étaient capables aussi de faire des rapports, des études, justement pour démontrer les impacts des mesures des femmes versus les hommes. On avait aussi des données un peu comme l'Observatoire à la Conférence régionale des élus, des belles données qu'on avait. J'espère que ça va rester. J'espère. En tout cas, on travaille beaucoup, puis on fait partie de ces groupes-là aussi qui demandent effectivement qu'on veut se maintenir un outil régional parce que ça nous aide justement dans nos revendications à dire, bon, les femmes, on est rendu où? On le voit, là, la dernière donnée qu'on a eue, on était encore à 75% du salaire des hommes en région ici. Ouais. Parce que les salaires des hommes qui travaillent dans les mines, malheureusement, hein, c'est pas malheureusement, heureusement, c'est payant. Mais les femmes qui travaillent dans les services, encore, majoritairement, ben, ils sont moins rémunérés, donc plus pauvres. Donc, les mesures que le gouvernement met en place, ben, touchent davantage les femmes parce qu'elles ont moins de revenus. C'est un impact de revenus aussi des hommes versus les femmes. Alors, mon autre question... Vous avez devancé ma question, mais c'est pas plus grave que ça. On va y revenir quand même. C'était l'égalité homme-femme au point de vue travail, au point de vue salaire, ça n'a pas évolué beaucoup. Ça n'a pas évolué. Ça n'a pas évolué beaucoup dans notre région parce que justement, il y a comme il y a un boom là, je dirais. Bon, là, il se fait un petit peu plus stable, mais il y a eu un boom, je dirais, économique au niveau du secteur minier. Donc, ça veut dire que là, il y avait des bons salaires. On a aussi des hommes qui travaillent dans notre région, qui travaillent à l'extérieur, dans le Grand Nord. Donc, c'est des très rémunératifs, c'est des bons salaires. Il y a beaucoup moins de femmes qui travaillent dans ces secteurs-là. Donc, c'est sûr qu'au niveau on est encore à 75 du salaire des hommes. Il reste très peu de temps, mais j'aimerais que vous nous parliez du prix Alexina Croteau. Le prix Alexina Croteau, c'est une initiative qu'on avait mis de l'avant en 1998 là, au regroupement de femmes. C'était pour permettre justement de reconnaître la part des femmes qui ont milité, qui ont travaillé, qui se sont impliquées, qui ont fait des grandes choses pour le développement justement de la condition féminine en région. Et ce prix-là a eu lieu pendant 10 années. Là, on a jusqu'en 2008. L'année passée, en 2013, qu'on a souligné les 30 ans du regroupement, on a remis une statuette à à l'arrière-petite-fille de Madame Croteau, Micheline Lefebvre à Val-d'Or. Bon. Et là, on veut essayer de regarder pour faire autre chose, pour remettre un genre de prix Alexina Croteau sur pied parce qu'on trouve... Revivre. Revivre. Peut-être une formule différente, mais on veut la faire. On veut refaire revivre ce prix Alexina Croteau-là qu'on a trouvé magnifique durant 10 années. Madame Luneau, Madame Marleau, merci infiniment. Merci de nous avoir invités. Très excellent travail. Vous prenez à cœur la cause des femmes. Puis, je vous en félicite parce que les femmes ont besoin d'aide et vous êtes là pour les aider. Merci infiniment. Merci beaucoup, ça nous a fait plaisir. Le plaisir est partagé, madame. Alors, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Je le recevais dernièrement, puis le temps nous a vraiment manqué. Alors, il y a des questions qui sont restées sans réponse. Oui, parce que je n'ai pas eu le temps de les poser, tout simplement. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, je reçois à nouveau ce trappeur émérite de l'Abitibi-Ouest, M. Claude Gauthier. M. Gauthier, bonsoir. Bonsoir, M. Gaby. M. Gauthier, merci. C'est toujours un plaisir que de vous recevoir. Puis moi, j'aime ça beaucoup parce que le trappage, on a tellement entendu de choses néfastes sur le trappage.
c'est des arracheurs de pattes, etc. On en parlait un petit peu l'autre jour, là, mais c'est plus ça. Là, ces affaires-là, il faut vraiment là, faire attention. Aujourd'hui, il y a des cours qui se suivent. Vous êtes régi en plus de ça. Il y a beaucoup d'affaires. Ça vous demande un permis. Vous êtes contrôlé. C'est plus là, comme c'était là, dans les années 50, là, où tout le monde partait avec un piège, puis on allait chercher un loup, ou n'importe quoi. C'est plus ça aujourd'hui. Non, exactement. Aujourd'hui, il y a eu une grosse réforme du piégeage. Les cours, premièrement, les cours ont tombé obligatoires en 1987. Okay. Tout trappeur qui piégeait avant ça, puis qui voulait continuer, ça prenait un certificat comme le certificat du chasseur. Et puis, ensuite de ça, il y a eu une autre réforme en 1997, la certification des pièges. Aujourd'hui, on ne peut pas piéger si nos pièges ne sont pas certifiés. Ah, ça, c'est pour ça qu'on va en montrer des pièges. Là. Exactement. Donc, ça veut dire les gens aujourd'hui qui commencent à piéger, s'ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils ont le droit, parce qu'il y a des gens, des fois, qui vont acheter des pièges d'un vieux trappeur, qui vend ça pas cher. Mais moi, je dis aux gens, faites attention, parce que si les pièges, vous avez plus que 50 ou 75% des pièges qui sont plus autorisés, bien, si vous trappez avec, que vous faites prendre par un agent de conservation, vous allez être en infraction. Ah, OK. Fait que les gens vont sur le site du ministère, il est à jour régulièrement, il n'y a pas de problème. Moi, il y a une chose l'autre jour qu'on a parlé un peu. J'aimerais revenir sur ça parce que j'ai vraiment appris quelque chose que je ne savais pas du tout. C'est que dans notre coin à nous, puis un peu partout, c'est sûr, mais qu'il y a des animaux sauvages qui n'ont pas de prédateurs. Bien, le seul que nous autres, qu'on a ici, qui n'a pas de prédateur, c'est le loup. C'est le loup. À part que l'humain. Oui, à part que l'humain qui va faire de la prédation sur le loup, il n'y a pas de. C'est celui qui est en haut de la chaîne alimentaire. Ensuite de ça, ben là, ça descend là, jusqu'aux herbivores qui vont se nourrir ou ces choses-là. Ça veut dire que le loup n'est pas attaqué par aucun autre animal sauvage. Non, exactement. Parce que souvent, ils sont en meute. Oui, et c'est puis, ça. Une meute, c'est quoi, 10-12, 10? Oui, ça peut jouer à ça. Il peut y avoir des meutes, des fois, de peut-être bien un couple dominant avec 3-4 jeunes ou ces choses-là. Mais en général, ça peut jouer entre 5 et 8, 10 individus. Là. Mais c'est sûr, ça n'a pas de. Il n'y a pas rien qui s'attaque à ça. Une meute de loup, là. Avez-vous déjà eu à faire face à une meute de loup? Non. Il dit non, en voulant dire ouf, non. Non, je connais quelques trappeurs qui sont déjà fait encercler. Ils ont déjà entendu hurler. Ils ont déjà entendu que ça se rapprochait. De là à attaquer, je suis pas sûr. Je suis pas. À moins que l'animal. Juste une petite anecdote vite. Oui. La semaine passée, les agents de conservation, il y a eu un loup qui a été rapporté, qui a été abattu. Dans le coin ici, là. Le loup a sauté sur un monsieur qui était dehors. Ah, mon Dieu. Et puis, il a réussi à se libérer. Et puis, il a averti son voisin qu'il y avait un loup dans le coin ou quoi que ce soit. Puis, durant l'heure du souper, la même journée, le loup a sauté sur le chien de son voisin. Le gars a sorti dehors pour essayer de libérer son chien ou quoi que ce soit. Puis, il a trouvé d'abattre le loup. Puis là, ben, les agents de conservation ont envoyé le loup ils pensent que le loup avait la rage. Parce que c'est rare que ça va s'attaquer à un humain. Parce qu'on dit toujours que n'importe quel animal sauvage s'attaquera pas à l'humain, sauf s'il est traqué. Si on l'attaque, nous autres, il va se défendre. Exactement. Ou si on le surprend, ou on parle de l'ours, l'ours va t'attaquer si tu passes entre la mère et les petits. Elle va vouloir protéger ses petits. Mais ce sont des choses. Mais que l'on rencontre un loup, il ne sautera pas sur toi de même. Non, et surtout en pleine journée, le monsieur, oui, apparemment qu'il ne l'a jamais vu venir ou quoi que ce soit. Moi, attrapé, j'en ai déjà vu des loups, mais aussitôt vu, aussitôt disparu. Aussitôt parti. Aussitôt qu'il a vraiment la chance de voir qu'est-ce qu'il veut voir, tu ne le verras pas, 2-3 secondes, puis c'est disparu. Sans peut-être, parce que je sens que vous ne voulez peut-être pas parler de l'endroit exact, mais le loup que vous parlez, est-ce que c'était dans une ville ou c'était en campagne? Je crois que c'était en campagne. Okay. Je crois que c'était en campagne, mais c'est des cas assez spéciaux. Moi, à ma connaissance, je n'ai jamais eu connaissance, là, à part de qu'est-ce qui a été rapporté. Là. Est-ce qu'il y a des animaux qui sont interdits de trapper? Nous, ici, en région, non, on n'en a pas. Sauf que il y a certaines espèces, comme le renard blanc,
on n'en a pas. Okay. Ensuite de ça, il y aurait l'ours polaire. L'ours polaire, c'est réservé aux Esquimaux. Oui. Et puis, il y a déjà eu le carcajou. Le carcajou, depuis les années 70, il n'est pas recensé au Québec. Donc, on n'aurait pas... on n'en a jamais eu ici, dans notre coin. Non, les dernières fois, apparemment, ça a été recensé dans les années 70. Dans l'Ouest canadien, il y en a. Dans l'Ouest, mais nous autres, ici, on n'en a pas. Là. Ça serait le fun s'il n'aurait. Moi, j'aimerais pas ça trop, rencontrer un carcajou, parce que c'est un animal petit, mais très puissant. Hein. Exactement. Ça n'a pas de prédateur, ça non plus. Je pense pas, hein? Je pense pas. Puis, ce n'est pas gros non plus, là, un carcajou, mais c'est tellement fort. C'est trapu, puis c'est comme une boule de muscle. Non, ça n'a aucun prédateur, ça non plus. Avant de passer au piège directement, moi, j'aimerais, parce que vous êtes trappeur, est-ce que vous avez su la dernière bonne nouvelle qui est sortie il y a quelques jours passés, que le piégeage général, le permis, va passer de 19,79 $ à 30,32 $, une augmentation de 53 %. C'est quoi? C'est quoi? Mais une augmentation de 53 %, c'est énorme. C'est exactement. Peut-être que j'ai eu vent aussi. Là, ça va rester à confirmer. Oui, mais j'ai eu vent aussi, c'est parce qu'on payait, nous autres, une royauté sur chaque prise que l'on prend. Qui allait au gouvernement? Qui allait au gouvernement. Okay. Donc, c'est comme un genre de taxe, si on veut, déguisée, dans le fond, mais ils appelaient ça une royauté. Et puis là, apparemment que cette royauté-là disparaîtrait. Donc, si cette royauté-là disparaît, c'est sûr que le ministère va se reprendre en haussant les permis, parce que, mettons que c'est une hausse de 19 à aller à 30 $, c'est 10 $, mais quand on en va vendre des fourrures, il y a des fois peut-être que les montants étaient plus élevés. Ça va probablement se rééquilibrer, j'ai l'impression. Parce qu'on parle de 53 %, puis on peut donner aussi, très vitement, si vous me permettez, M. Gauthier, permis de pêche régulier de 20,96 $ en 2015-2016 va monter à 29,84 $, 42 % de hausse. Pêche de non-résidents, mais 77 à 76. Chasse à l'orignal, 59,92 $. La prochaine chasse 2015-2016, 72,57 $, de 21 %. Et puis, on parle de chasse à l'orignal pour les non-résidents aussi, qui va augmenter de 29 %. Ce sont des coûts quand même qui sont astronomiques. Oui, mettons que c'est pas pour encourager de la relève. Et voilà. Non, mais c'est vrai, exactement. C'est parce que déjà, piéger, c'est un métier difficile. Oui. C'est un métier qui demande beaucoup d'attention. Oui. Puis, il faut quand même être honnête, et j'en parle pas seulement qu'avec vous, j'en parle avec d'autres trappeurs qui me disent que ça devient de moins en moins payant. Exactement. Cette année, on est dans des prix que peut-être, là, 50 ans, ça se payait. Quand tu prends un castor qui a environ cette année entre 15 et 20 $ pour un castor, si on recule de là 50 ans, c'était dans les prix que ça se payait, mais disons qu'il n'y a pas les mêmes dépenses qu'il y a aujourd'hui. Donc, on fait ça pour le plaisir. Absolument pas. Il faut aimer ça. Exactement. Vous avez emporté des pièges, M. Gauthier. Moi, j'aimerais ça qu'on en parle, puis qu'on les montre aussi quand même, que ça fonctionne. On va prendre du gros plan. Les gens pensent que, comme je disais tout à l'heure, on a une réforme. Aujourd'hui, il faut piéger avec des pièges qui sont certifiés. Voilà. Les gens pensent qu'on trappe encore beaucoup la plupart des espèces par une patte ou quoi que ce soit. Ça, c'était le fameux piège qui est utilisé qui était utilisé pour les animaux terrestres, exemple, la martre. Tu pouvais attraper la martre avec ça. Tu pouvais attraper le lynx ou ces choses-là. Il y en a qui sont un peu plus gros aussi, mais ça en était un. Aujourd'hui, ce piège-là, il est encore utilisé, mais on peut juste capturer des espèces avec un système de noyade. Ce que je veux dire par là, exemple, un remusqué. Le printemps, on peut attraper le remusqué avec ce piège-là. On le rouvre, on le met sur un flotteur qu'on appelle, nous autres. Et puis, on met le piège avec un appât. Le remusqué, quand il se prend par une patte, le réflexe premier va plonger à l'eau. En plongeant à l'eau, il va entraîner le piège avec lui, qui est bien attaché après le flotteur. Puis le remusqué, quand il va vouloir remonter, le piège est trop pesant pour lui, pour pouvoir, exactement. Ça fait que ce piège-là, aujourd'hui, il est utilisé uniquement de cette façon-là. Autant pour le vison que pour le remusqué.
OK. Fait qu'on ne peut pas prendre autre chose. Autrement dit, c'est fait pour que l'animal se noie avec. Ça veut dire qu'il faut que l'animal soit quand même assez petit pour ne pas être capable de monter le piège à la surface. Un remusqué et puis un vison, c'est pas assez fort pour pouvoir remonter sur le flotteur avec le piège. Fait que ça, là, est-ce que c'est un piège qui est certifié, comme vous dites, ou bien non? Ça, c'est oui. C'était des anciens pièges. Ceux-là, c'est des anciens pièges, mais ils sont encore légaux de cette façon-là. Ah, OK. Voyez-vous, il est installé avec, si mettons que vous le faites pour, il y a plus gros que ça un peu pour le castor. OK. Le castor, qui est le même principe. Qui est le même principe. Okay. Avec un système de noyade, il y a un ancrage. Le castor, et ça, c'est étendu sur le barrage. Le castor se prend, descend il va dans le fond de l'eau. Quand il arrive pour remonter, la barrure ici l'empêche de se remonter. Parce qu'on dit toujours, le castor, il se mange la patte. En réalité, il ne se mange pas la patte. S'il revient à la surface ou s'il revient sur la terre ferme, il va assez virer qu'il va finir par se casser puis s'arracher la patte. Parce qu'il ne se la gruge pas. Là. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est des méthodes qui... Mais aujourd'hui, pour le castor, c'est, je vous dirais, pas mal moins utilisé s'il y en a encore qui l'utilisent. Mais comme vous, là, comme trappeur, moi, je ne l'utilise pas. C'est fini, vous? Non, moi, je l'utilise pas. Moi, ce que j'utilise, aujourd'hui, j'utilise plus les fameux pièges. Ils appellent ça, c'est les pièges en X. OK. Le vrai nom, c'est Coniberge. OK. Okay. Là, j'en ai apporté un modèle qui n'a pas de ressort. C'est pour montrer aux gens la façon que ça fonctionne. On va le montrer. Parce que, habituellement, le piège avec les ressorts, ça ressemble à ça ici. Si on regarde bien, là, ça ressemble à quelque chose comme ça ici. C'est ce principe-là. Ce piège-là est conçu. Ça, c'est des pièges. Ces deux pièges-là que j'ai ici sont de différentes compagnies. Sont faits pour, de la façon que c'est conçu, puis que ça a été fabriqué, ce piège-là, il est fait qu'il y a un côté pour le mettre. C'est ce que je dis aux gens quand je donne la formation, ces choses-là. Le piège est conçu pour que, quand l'animal va entrer dans le piège, elle va entrer sur ce sens-là. OK. Ici. C'est ça, ici, là. On va prendre un gros plan pour l'expliquer le bien comme il faut. Fait que ça veut dire que l'animal va rentrer par ici. Exactement. Okay. Parce que c'est fait que quand il va, avec sa tête, il va heurter la détente. Oui. Ça va faire que ça va s'enlever. Oui. Ça ici, ça va baisser. Ça ici, c'est en bas. Ça va baisser. Puis ça va venir frapper complètement derrière la nuque. Puis il va mourir tout de suite. Ce que je dis aux gens, quand je donne la formation, je dis aux gens, quand vous étendez un piège, si vous voulez savoir si vous l'avez mis sur le bon côté, parce qu'il y a un côté, comme je viens d'expliquer, le piège est conçu pour frapper en arrière de la nuque. Donc, quand tu vas arriver, la bête, elle aura même pas su ce qui va se passer. C'est comme quand on ferme une lumière. Elle n'aura pas su, elle va rester droite là, puis elle ne va pas bouger ou quoi que ce soit. Par contre, si vous mettez le piège à l'envers, si le piège, vous le mettez à l'envers, donc ça veut dire que la bête s'en vient comme ça, elle fait encore la même chose, elle le déclenche avec sa tête, sauf que ce qui arrive, le problème, c'est que là, voyez-vous, on appelle ça, on dit, je ne sais pas c'est quoi le vrai terme, on dit de l'empattement. C'est que la bête, elle a déclenché le piège ici, sauf que la partie d'en arrière a frappé le dos en premier. Ah, OK. Fait que de même. Donc, ça veut dire que l'animal va mourir pareil, sauf qu'il n'y aura pas la même force de frappe au niveau de la nuque à cause qu'il a frappé. C'est tout le temps, encore une fois, que nous avons. Monsieur Gauthier, merci beaucoup. C'était encore très intéressant. Puis, on va vous réinviter. Il y a encore des choses qu'on n'a même pas parlé. Merci beaucoup, Monsieur Gauthier. Ça me fait plaisir, M. Jacob. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se rendez-vous à une prochaine émission d'Infonet. Au revoir.